Allez, salut Coraline. Salut Nirza. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien, on fait un week-end très intense podcast. Oui, très podcast. Mais c'est cool. C'est très cool, bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci. Aujourd'hui, nous accueillons Elio. Bonjour Elio. Hello. Tu as 26 ans, tu es une personne trans non-binaire avec assignation féminine à la naissance. Tu fais partie du collectif Révoltés en nous, dont on a entendu parler surtout pour leur procès concernant le défilé torse nu du 8 mars 2021. Tu as également une chaîne YouTube, Idéoscopie, où tu abordes des sujets philosophiques et militants sur la santé mentale, des questions queer et du féminisme. Tu es ici aujourd'hui, tu aurais pu parler de plein de sujets, mais nous avons décidé de parler avant tout de non-binarité de genre. C'est très cool pour nous, du côté du podcast, parce que dès le début, on voulait vraiment aborder ce sujet, puis quelques tentatives organiques qu'on a faites, elles n'ont pas abouti à quelque chose, donc on est très très contente que tu sois là aujourd'hui. Tes pronoms sont il ou yel, et les formulations utilisées sont en neutre ou au masculin. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, sans forcément parler de pronoms. Pourrais-tu nous dire comment tu t'identifies aujourd'hui sur le spectre du genre ? Moi, je fais partie des personnes non-binaires qui sont plutôt à genre. Donc, en fait, pour moi, la notion de genre, c'est un truc un peu flou. Et en fait, j'aime bien dire que je préfère me définir en dehors du genre. Pour moi, la notion de genre n'est pas utile pour dire qui je suis, en fait. Ouais. Voilà, c'est aussi une réflexion qui s'arrête vraiment jamais et que je me rends compte qu'il y a des moments où le féminin ou le masculin vont quand même plus me parler qu'à d'autres moments. Donc, une espèce de fluidité de genre, comme on appelle ça. Ouais. Mais de manière générale, si je pouvais me passer du genre pour dire qui je suis, ça serait très bien. Est-ce que tu pourrais dire 2 mots, s'il te plaît, pour clarifier la différence entre les personnes qui s'identifient comme transgenres et les personnes qui s'identifient comme non-binaires ? Être transgenre, c'est en gros ne pas se retrouver dans le genre qui nous a été assigné à la naissance, généralement en fonction de nos parties génitales. Donc au fur et à mesure de l'enfance, l'adolescence ou l'âge adulte, on peut se rendre compte à un moment, à plusieurs moments, qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous a toujours dit qu'on était, donc une fille, un garçon, un homme, une femme, et ce qu'on a l'impression d'être nous-mêmes. Et puis parmi les transidentités qui sont possibles, certaines personnes vont non pas se reconnaître dans l'autre genre, donc se dire on m'a toujours dit que j'étais une fille mais en fait je suis un garçon, ou le contraire. On peut aussi se dire, un peu comme moi, on m'a toujours dit que j'étais une fille et maintenant que je suis une femme, et en fait non, mais je suis pas un homme non plus. Donc c'est en fait sortir de soit je suis une femme, soit je suis un homme. Ça peut être un peu des deux, parfois l'un, parfois l'autre, aucun des deux. Il y a aussi beaucoup de personnes trans dites binaires avec des gros guillemets qui disent moi je me sens femme, mais je veux dire je me sens pas non plus absolument femme, comme la plupart des personnes cisgenres, donc qui sont pas trans, qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été assigné. Enfin en fait beaucoup de femmes et d'hommes tiennent pas absolument à être un homme ou une femme et sont pas en train de défendre absolument qu'il y a deux opposés et qu'elles sont 100% un homme ou 100% une femme. En fait, beaucoup de personnes transgenres ressentent la même chose. Je connais des personnes trans qui rejettent l'étiquette de dire t'es trans-binaire ou t'es trans-non-binaire. Ok. Parce que personne n'est à 100% femme, à 100% homme. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Je suis trop contente que tu dis ça parce qu'après, j'aimerais vraiment faire un mini-spiel sur comment moi je vis mon genre. À quel point je réalise intimement que c'est vraiment un spectre. Pour moi, en tout cas, je trouve ça abusé qu'on puisse dire t'es soit un homme, soit une femme. Parce que je vois pas comment on peut trancher comme ça toute une population, quoi. Mais je vais en parler après. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, décrire ou raconter comment ça commence intimement de se rendre compte que le genre qu'on nous a assigné à la naissance, ça nous convient pas du tout? Comme beaucoup de choses, ça, pour la plupart des gens, en fait, ça se passe tout au long de la vie. Et puis, il y a juste un moment où ça va être suffisamment clair pour qu'on se dise ça va pas. Enfin, en fait, j'aime bien dire, c'est comme quand on se dit qu'il faut qu'on change de boulot. Il y a pas un jour où on se réveille et on se dit faut que je quitte mon boulot. Ouais. En fait, c'est des petits éléments qui nous font dire ça colle pas, ça me va pas trop, je me sens pas trop bien, j'ai pas trop envie. Et puis un jour, on se dit bon, en fait, il y a un problème là. Ouais. Chez tout le monde, ça se passe différemment. Il y a des personnes chez qui c'est super clair dès l'enfance. Il y a des personnes qui vont dire non, moi je suis pas une fille, je suis un garçon, non je suis pas un garçon, je suis une fille, qui vont aimer les trucs très stéréotypés de l'autre genre. Tout comme il y a juste des personnes, moi je sais que j'ai toujours eu un malaise par rapport à ça, mais comme on m'avait dit que j'étais une fille, je voulais absolument être une fille. Il y avait un peu le côté, je me suis pas posé la question pendant longtemps en fait, parce qu'on m'avait dit que c'était le cas, et donc comme beaucoup de personnes, tant qu'on sait pas que ça peut être autrement, on se pose pas forcément la question. Et puis moi
moi ça a été vraiment quand je suis devenue adulte. En fait, dans l'étiquette fille, pour moi il y avait encore une grande liberté. Je me faisais une idée de qu'est-ce que c'est une fille, d'un truc plein d'imagination, plein de possibilités en fait. Moi je me suis toujours dit je suis une fille mais ça va pas m'empêcher de faire ce que je veux. Ouais. Enfin, j'étais pas très une fille non plus. Ouais. J'étais pas forcément perçue comme une fille au premier regard non plus, parce que je m'en fichais et que je faisais ce que je voulais. Et puis par contre, j'ai eu l'impression en grandissant que le mot femme, pour moi, il devenait une case, il devenait un truc que je serais jamais vraiment. J'arrivais pas en fait, j'avais beaucoup de mal à dire que j'étais une femme, à entendre des gens dire que j'étais une femme. Ouais, disons qu'il y a un moment où en fait j'ai entendu parler de transidentité, je me posais pas la question parce que je savais que j'étais pas un homme non plus. Ouais. Et puis peu à peu, les questionnements se sont rapprochés de moi. J'ai eu un ami d'enfance qui avait été vraiment une personne avec qui on s'était super bien entendu. C'était vraiment, pour nous deux, une amitié hors norme, hors ce qu'on avait déjà vécu, qui a fait son coming out en tant qu'homme trans. C'est vrai que c'est le genre de choses où je me dis, ah, tiens, une personne avec qui je me suis si bien entendue se pose des questions sur son genre, et puis que c'est tout des petites graines, puis il y a un moment où il y a suffisamment de fleurs qui poussent pour qu'on les remarque, quoi. Ouais. Et voilà, il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, je me définis pas bien avec ces mots-là. J'ai joué dans une pièce de théâtre un personnage androgyne, avec des guillemets, où on jouait vraiment sur le fait que c'était un personnage qui était difficile à dire si c'était une femme ou un homme, et un personnage que j'avais créé toute pièce pour la pièce de théâtre, que j'avais incarné avec beaucoup de plaisir et de facilité, même si elle avait un caractère fort différent du mien, plutôt écrit, et bon, voilà. Et tous ces petits trucs, comme je disais, quoi, comme c'était plein de petites graines, puis qui poussent en fait, qui poussent toutes seules, parce que ça m'allait bien. Ouais. Et les graines de la femme, elles ont jamais vraiment poussé. Dans la case fille, il y avait suffisamment de liberté pour que tu navigues cette identité entre guillemets qu'on t'avait donnée, pour pas que tu te poses trop de questions. Et c'est la case femme qui est devenue contraignante. Ouais, chez moi, ça s'est vraiment passé comme ça. C'est pas le cas de tout le monde, évidemment. Ouais, bien sûr. La dernière fois qu'on s'est vu, mais tu me dis si peut-être c'est plus d'actualité ou c'est pas le cas, t'avais aussi parlé qu'en grandissant, ouais, t'étais pas vraiment à l'aise ni avec les robes, ni avec les jupes, ni avec le maquillage. C'était pas des trucs qui te parlaient. Ouais, ben c'est clair que dans la découverte de la transidentité, il y a aussi souvent on croche un petit peu avec les trucs qu'on est censé faire. Bah moi par exemple, alors me maquiller, je l'ai jamais fait à part pour l'un ou l'autre spectacle ou quand j'étais enfant pour rigoler. Enfin ça m'a juste jamais attirée. Après bah voilà, il y a aussi beaucoup de femmes cis qui n'ont jamais été attirées, et de femmes trans d'ailleurs qui n'ont jamais été attirées par le maquillage et tout. Aussi au niveau des activités que j'ai faites quand j'étais enfant, j'ai fait du théâtre et du dessin surtout. J'ai essayé la danse classique. J'ai passé la moitié du premier cours assis sur le banc à bouder parce que j'aimais pas. Ouais. Voilà, je sais pas, je crois que c'était mes parents qui s'étaient dit ah bah peut-être que ce serait un truc qui lui conviendrait. Non, c'est vrai que j'ai fait de la chorale, j'aimais bien la musique. Bon, disons que je suis jamais trop rentrée là-dedans. J'ai eu aussi plusieurs amis garçons et de la difficulté avec les filles et puis vraiment des trucs de moi papoter des garçons, etc. Il y a une période de mon adolescence où j'étais juste tout le temps seule parce que j'arrivais pas à sociabiliser en tant que fille en fait. C'est tous des trucs qui sont tellement genrés féminins dans notre société que du coup tu pouvais pas supporter en fait, parce qu'en soi le maquillage il est neutre, mais je pense qu'il est tellement assigné féminin dans la société que est-ce que c'est ça peut-être qui te faisait blocage? Moi je saurais pas dire si j'ai toujours été non-binaire sans me rendre compte ou si en fait je le suis devenue santé parce que ce que je ressentais que je devais être je l'étais pas, et donc j'arrive pas à dire tiens est-ce que c'est parce que ces trucs sont féminins et que je suis pas une femme que j'aimais pas ces trucs, ou est-ce que c'est parce que ces trucs sont féminins et que je les aime pas que je suis pas une femme. Ouais, d'accord. Moi je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est passé pour moi, où en fait j'ai jamais trop coché les cases de ce qu'on attend d'une fille, d'un garçon, d'une femme, d'un homme, et donc j'ai fini par me dire bah peut-être que ces cases elles me correspondent pas, et j'ai abandonné ces notions-là. Super. Tu as parlé de ton meilleur ami qui a fait son coming out de homme trans en fait, et une autre question que je me pose, c'est le fait de grandir autour de gens qui ont plus un vocabulaire pour décrire en fait ce qui se passe, ou qui sont déjà un peu plus cultivés sur la question non-binaire ou la question trans. Est-ce que ça t'a aidé justement à retrouver une identité? Est-ce que ta famille a pu t'accompagner là-dedans? Est-ce que tes amis? De ma famille, il n'y avait pas forcément une grande connaissance des enjeux queer, on va dire, mais il y avait une grande ouverture, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que longtemps je me suis pas sentie étriquée dans la case fille, parce qu'en fait mes parents étaient vraiment en mode tu fais ce que tu veux, tu t'intéresses à ce que tu veux, c'est cool. Et je pense que c'est vraiment plus quand j'ai été de plus en plus confrontée à l'extérieur, à la façon dont on considère les femmes, que je me suis dit oui, il y a quelque chose qui cloche. Mais alors moi clairement ce qui m'a aidée c'est plutôt, donc j'ai d'autres étiquettes LGBT+,
J'ai commencé à m'en rendre compte assez clairement à 18 ans. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée, en fait, à la communauté LGBT+, aux différents termes. J'ai compris ce que ça voulait dire. Et je dirais qu'il y a un peu un imaginaire qui s'est ouvert dans ma tête, avec toutes les possibilités de fluidité, même si c'était pas encore très... on n'en parlait pas encore beaucoup. Je pense que c'est plutôt à ce moment-là que les portes se sont ouvertes pour moi. La discussion collective a aidé quand même à mettre un mot sur ce que tu vivais et à explorer. Pour moi, c'était aussi beaucoup en fait avoir d'autres représentations. Donc moi, je suis rentrée dans les LGBT+, par la porte de la sexualité, donc asexualité, parce que j'avais une absence d'attirance sexuelle. Et à ce moment-là, c'était vraiment mes premiers pas dans le monde queer. Et en fait, même dans la communauté asexuelle, il y a beaucoup de personnes aussi trans, des personnes qui ont de l'attirance romantique sans attirance sexuelle pour différentes personnes. Et donc, pas à pas, j'ai rencontré aussi, j'ai lu des personnes trans, des personnes bi, des personnes lesbiennes, homo, plus que j'en avais côtoyé dans ma vie, parce que j'ai grandi dans un petit village où je connaissais un couple de lesbiennes dans ma famille éloignée, et puis c'était un peu tout, quoi. Ouais. Puis c'est déjà plus que beaucoup de gens. Ouais, c'est clair, j'allais dire, c'est déjà plus que pas mal de monde. Hein. Mais forcément, c'est difficile d'imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et à partir du moment où tout ça a existé dans mon cerveau, je pense que la porte, elle était ouverte. Donc moi, je vais faire ma petite parenthèse, mon petit speech sur comment moi je vis le genre. Quand on a discuté ensemble, j'ai refait cette réflexion que j'ai depuis un moment. C'est que c'est vrai que pendant longtemps, quand j'étais adolescente, j'étais assez en rébellion par rapport à tout ce qui était assigné féminin. Et pendant des années, je me maquillais pas du tout, mais c'était vraiment une réaction en mode j'en ai marre, toutes les filles autour de moi se maquillent, c'est quoi ce bordel. Plus tard, après, j'ai fait la réaction dans l'autre sens, c'est que j'ai voulu revendiquer ce qui était dénigré par la société, qui était défini comme féminin, pour dire en fait, je vous emmerde, c'est trop beau le maquillage, c'est trop beau le rouge à lèvres. Je revendiquais ce qui était très féminin. Et après, beaucoup de temps est passé. Avec le féminisme, j'avais aussi ce côté où je m'identifiais en tant que femme, mais vraiment politiquement en fait. Je me sens proche des femmes par rapport à un vécu. Vraiment de dire à une société patriarcale, je suis fière d'être une femme et je vous emmerde. Enfin, il y a ce côté politique. Mais je me rends compte quand même que, je sais pas quel pourcentage, mais une grosse partie du temps, je pourrais dire vraiment que je m'identifie complètement en dehors du genre. Et j'ai remarqué ça par des petits trucs, genre, ça fait des années là, quand je remplis des formulaires et ça met titre madame ou monsieur, ça m'agresse en fait. Je suis là, déjà, c'est pas un titre. Moi, ça, c'est un truc qui m'agace. Je suis pas lord ou lady, t'es pas duchesse. Enfin, c'est pas un titre, quoi. Est-ce que tu voudrais qu'il rajoute duchesse ? J'aimerais bien qu'ils rajoutent duchesse. Et puis, je suis là, pourquoi vous avez besoin de savoir ? Genre, j'achète un billet EasyJet, pourquoi il faut que je mette madame ou monsieur ? Je comprends pas, mon prénom ne suffit pas. Ça m'agresse. D'autres trucs qui m'agressent, c'était dans le milieu professionnel. J'ai remarqué, quand on me dit madame Elezaï, ça va parce qu'il y a mon nom qui est derrière, donc je reçois ça comme si on m'appelle de mon nom. Mais quand on dit, par exemple, des phrases type j'en ai discuté avec madame, ça m'agresse. Je commence avec madame. Je suis une personne, en fait. Ouais. Et je me rends compte vraiment qu'une très bonne partie du temps, non seulement je m'identifie en dehors du genre, mais il y a ce truc, quand on m'identifie précisément à un genre, ça m'agresse un peu, quoi. Aujourd'hui, je suis clairement une femme cis, mais je peux vraiment dire que je vais dire ça parce que je le sens comme ça, je suis sur le spectre non-binaire en fait. Et je pense vraiment que c'est une fluidité, parce que je le sens intimement que c'est une fluidité. La même chose, je me suis fait ces réflexions il y a 10 ans sur l'orientation sexuelle, parce que j'ai eu quelques fois où j'étais attirée par des femmes, et j'étais là, mais personne n'est 100% hétéro ou homosexuel. Enfin, j'étais là, mais c'est quoi ce délire en fait ? Et là, avec le genre, c'est la même chose pour moi. Genre, c'est quoi ce délire ? De vraiment dire, tu es absolument fille, ou femme, ou garçon ou homme, et je vais arrêter mon speech bientôt, c'est que les limites sont beaucoup trop marquées, et ça m'agresse aussi, parce que la notion du coming out existe justement parce qu'il y a trop de normes, il y a trop de normativité. Donc du moment que ce qui est normatif, ce qui est normal, c'est les personnes cisgenres, c'est un coming out non-binaire, coming out trans, que du coup, je pense que je le vis pas assez fortement pour faire un coming out non-binaire. Voilà, je suis pas assez agressée, en gros, par cette assignation-là. Mais si on vivait dans une société beaucoup plus fluide, je pense que je serais beaucoup plus facilement non-binaire ou juste sur le spectre en fait. Je sais pas si ça a du sens pour toi ce que je raconte. À fond. C'est des choses que j'entends beaucoup et je trouve ça très cool. Je pense que finalement, si j'ai autant envie d'afficher ma non-binarité, c'est aussi pour que les gens se posent des questions, parce que je crois que la binarité de genre, elle fait du mal aussi à beaucoup de personnes cisgenres qui n'ont pas de problème avec le fait d'être une femme ou d'être un homme, mais qui en ont juste marre que du coup, les stéréotypes de genre sont liés à l'idée qu'il y aurait deux genres et qui fonctionnent différemment les deux. Et à partir du moment où on dit
c'est plus compliqué que ça. Ouais. Du coup, ça donne la porte ouverte aussi à se dire, ah ben, du coup, cette personne, je sais pas trop, parce que c'est vrai qu'il y a des côtés un peu masculins et des côtés féminins, du coup, je sais plus trop quel stéréotype tu mets dessus. Et en fait, après, tout devient flou, Oui. et tous les stéréotypes deviennent difficiles à continuer à mettre autour de nous. Et pour moi, il y a vraiment un côté aussi militant dans le fait de me revendiquer non-binaire, qui est de dire d'autres possibles existent, et beaucoup de gens bénéficieraient d'y penser. Et je trouve que c'est super de... en fait, il y a vraiment énormément de personnes cis que je rencontre qui finissent par me dire ça, qui sont un peu là, moi je suis quand même suffisamment confortable avec le genre qu'on m'a assigné à la naissance et j'ai pas envie de faire des démarches pour changer, voilà. Mais franchement, j'ai pas besoin de ça non plus. Ouais, c'est Ouais. ça. Bah, du coup, merci. Ouais. Et merci vraiment. Parce qu'il y a aussi ce truc, quand je réfléchis au genre, je m'imagine m'identifier au genre masculin, je suis là, no fucking way. Enfin, vraiment, c'est non. C'est là que je sais, en fait, que t'es en dehors de la binarité. J'avais une question pour toi, parce que je me suis posé cette question. Parce que je connais quand même des personnes dont les pronoms sont il ou il. Est-ce que tu penses que t'es plus à l'aise avec il que elle? Parce que, en tant que société, on a tellement assigné le masculin au neutre et le féminin au féminin, que le masculin représente beaucoup plus l'humain, malheureusement, enfin c'est l'envie dans une société comme ça. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que t'es plus à l'aise avec il que elle, en dehors du yel, hein? Pas du tout. Ça a été une longue réflexion. Au départ, je dirais pendant 2 ans, je voulais vraiment que du yel et du neutre. Et à un moment, je me suis dit, c'est trop compliqué, les gens n'y arrivent pas. Ouais. J'ai quand même beaucoup de contacts aussi avec des administrations, des trucs qui sont encore très dans un cadre... Enfin, mes amis arrivent très bien à dire yel et à utiliser le neutre le plus possible. Mais il y a des endroits où c'est pas encore possible. Et moi, je suis une personne qui ne fait pour l'instant pas de transition médicale. Je ressemble à une femme. J'ai une voix de femme. Même si j'ai des vêtements et une coiffure plutôt masculin, ça change pas que la plupart des gens me perçoivent comme une femme. Et pour moi, le fait de revendiquer le masculin, en gros, moi, mon but, c'est que les gens, ils doivent réfléchir et oublier ce qu'on leur a appris sur le genre. Et en fait, j'aime bien dire que pour moi, demander à une personne qui me perçoit comme une femme de dire « il », c'est demander à son cerveau de déconnecter le corps et la façon dont on parle aux gens. Nous, dans notre tête, notre cerveau, il est programmé pour reconnaître les hommes et les femmes. Très tôt, en fait, dans notre enfance, on apprend à reconnaître les hommes et les femmes, à dire « il » et « elle », même si c'est un apprentissage qui peut prendre plusieurs années quand même, de maîtrise de la langue. Ouais, c'est pas naturel non plus. Arriver à dire ah oui, en fait, si tout le monde dit « heureuse » pour cette personne et pas pour cette personne, parce que ça, c'est une femme et ça, c'est un homme parce qu'il y a une barbe là, elle a des longs cheveux, mais pas que les longs cheveux, parce que une barbe et les longs cheveux, c'est quand même un homme. Bref. Donc voilà, tout ça est un peu complexe, mais notre cerveau est bien programmé et finit par arriver à faire ce que la société attend la plupart du temps. Et moi, je suis là pour dire, apprends d'autres choses à ton cerveau. Et clairement, j'ai pu faire l'expérience moi-même pendant très longtemps, et même quand je me disais déjà non-binaire, j'avais quand même tendance à continuer à genrer les corps. Et c'est un truc qui se passe toujours en arrière-fond de mon cerveau, mais de moins en moins. Et par exemple, il y a beaucoup de personnes trans que je côtoie où ça me paraît clair pour moi que c'est une femme ou que c'est un homme ou que, en tout cas, c'est elle ou que c'est il, même quand c'est pas des personnes qui se reconnaissent 100% homme ou femme, parce qu'en fait je me rends même plus compte que sa voix elle est comme ça, que ses seins ils sont comme ça, parce qu'en fait pour moi les informations dans mon cerveau elles sont plus vraiment corrélés. Donc moi c'est vraiment je veux donner cet effort aux gens, mais concrètement dans la vie, si une personne me voit, elle va me traiter comme une femme la plupart du temps, donc je subis encore du sexisme au quotidien, souvent, même si de loin, quand je parle pas, on me perçoit aussi facilement comme un homme. Après, un jeune homme, donc quand même pas trop privilégié non plus. Mais blanc, donc quand même très privilégié. Enfin bref, c'est aussi une navigation à faire, de se rendre compte qu'on va acquérir certains privilèges. À l'écrit, ça m'arrive de sentir un petit peu que je me permets d'écrire différemment en faisant comprendre que je suis un homme. Trop intéressant. À part ça, il y a eu vraiment une fois où, avec ma coloc, on avait un truc qui marchait pas avec la gérance, et j'ai fait « Vas-y, c'est moi qui vais écrire !» Bon, ça n'a pas marché, on n'a quand même pas eu la rénovation de notre cave, mais je sentais que j'écrivais différemment en me disant, avec un peu de chance, mais en fait je joue de mon privilège. C'est ça, tu sens la couche de privilège qui vient en plus. Je me dis, je peux me permettre d'exprimer de la colère, on va pas me prendre pour une hystérique, on va me prendre pour un bonhomme. Je suis un vrai mec. C'est assez amusant à faire, T'as intégré d'abord la communauté LGBTQ+, via ton asexualité, plutôt.
Et c'est à partir de là que t'as pris conscience que tu rentrais pas dans le schéma très binaire? Il m'a fallu 2-3 ans supplémentaires. Ouais. En gros, je suis rentrée par la porte de la sexualité. Après, je me suis rendu compte que j'avais des attirances romantiques aussi pour des personnes de différents genres. Ouais. Du coup, que j'étais aussi bi. Enfin, c'est comme ça que je me détermine actuellement, biromantique, asexuel. Ouais, ok. De nouveau, ça floute les limites. Déjà, quand on sort de l'hétérosexualité, il y a un schéma qui est plus là. Comme je disais, j'ai grandi quand même dans un milieu très hétéro. À partir du moment où je me dis, ah tiens, en fait, ouais, comme je disais, ça ouvre le champ des possibles. Ça floute un petit peu ce qu'on attend de nous, ce que la société attend de nous de manière stéréotypée. Et puis, en fait, moi, le déclencheur, ça a été surtout de finir mon apprentissage. Parce qu'en fait, j'avais toujours été dans un système scolaire jusqu'à mes 21 ans. Quand je suis sortie, je me suis dit, maintenant, je fais ce que je veux. Okay. Parce que, alors, j'ai toujours un peu été vue comme une personne bizarre. C'est quelque chose qui m'a été renvoyé un peu toute ma vie. Mais j'essaie d'être quand même une personne gentille et de pas me faire harceler. Ouais. Et il y a eu vraiment des trucs où j'avais peur. Par exemple, j'ai continué à me raser et à m'épiler alors que c'est un truc que j'ai toujours détesté. Ouais. Mais vraiment, ça m'a mis en colère quand on m'a fait la première fois une remarque sur mes poils. J'étais en colère pas possible. Ouais. Mais avant que tu commences à t'épiler? J'ai commencé à me raser. L'épilation, ça a jamais trop marché parce que j'ai trop mal. Ouais. Je sais pas comment vous faites, les personnes qui le font. Plein d'amour pour les personnes qui le font. Mais du coup, je suis sortie de là et le premier truc que j'ai fait, je me suis plus jamais rasé les aisselles ni les jambes. Ouais. J'avais vraiment, en fait, j'avais trop peur qu'on m'appelle la poilue pendant tout le reste de mon apprentissage. En gros. Ouais. Enfin, à ce moment-là, j'avais juste envie de militer. J'en pouvais plus de mes horaires d'apprentissage et tout. Je me suis dit, là maintenant, je vais où je veux, avec des gens qui sont OK d'être avec moi. Ouais. Et donc, je suis qui je veux. À ce moment-là, il y a plein de trucs qui se sont déclenchés. Ouais. Ça a vraiment été une période d'introspection aussi, mais d'épanouissement, enfin voilà. Et dans les trucs, ça a été, mais en fait, quand j'essaye de voir ce que je veux, il y a de moins en moins de trucs qui ressemblent à une femme. Ouais. Et notamment, tu parlais des robes, et ça, c'était un truc, par exemple, j'étais super mal à l'aise à l'idée de sortir en robe. Et vraiment, un espèce de truc de j'ai l'impression d'être déguisée et que tout le monde va me regarder dans la rue en se disant mais qu'est-ce que cette personne fait en robe? Et je voyais bien que c'était pas le cas quand ça m'arrivait. Mais du coup, moi je portais des robes à la maison parce que je trouvais ça confortable et joli. Mais vraiment, s'il fallait sortir, je me changeais quoi. Ouais. Et je comprenais pas qu'il y ait des gens qui aillent en robe à l'école. Encore maintenant, je comprends pas comment les gens font ça. Ouais, la dernière fois, t'as dit pour moi, c'est soit un déguisement, soit un pyjama. Ça m'a fait trop rire. Mais il y a des personnes qui vont super bien dedans. Ouais, bien sûr. Mais pour Mais toi, chez toi. Ouais. Oui. Bref. c'est un peu à cette période. Enfin, quand est-ce que t'as fait ton coming out officiel autour de ton identité de genre? En fait, j'ai jamais fait aucun coming out officiel vraiment. Ouais. Il y a quand même un truc avec mon identité de genre, mais de manière générale, j'aime bien que ça puisse venir de façon assez fluide dans les discussions. Ouais. À ce moment-là, je vivais avec mes parents et je l'ai dit directement. Dès que je me suis posé des questions, j'ai senti que j'avais besoin d'en parler. Ouais. J'avais besoin que mes parents me voient autrement aussi. Donc j'ai commencé à dire, si jamais, je pense qu'en fait, je suis pas une femme, mais je suis pas un homme non plus. Voilà, je vais peut-être expérimenter un peu des trucs dans mes vêtements, tout ça. Ouais. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Chez moi, tout s'est passé très lentement, donc peu à peu, assez vite, j'ai voulu utiliser le neutre pour voir. Comme j'utilisais l'écriture inclusive depuis quelques années, en fait, je me suis juste mis à me mettre en inclusif, donc les points médians E partout. Ouais. Voilà, Ouais. j'étais content. Puis j'ai bugué sur mon prénom qui sonnait très féminin. Je me souviens vraiment de la frustration de rédiger un mail ou quoi. Impossible de savoir si on doit s'adresser à moi au féminin, au masculin. J'utilisais juste des formulations détournées comme ça, des trucs au lieu de dire je suis très intéressée par, je dis cela m'intéresse beaucoup. Ouais. Voilà, et puis à la fin je signais avec mon prénom. À ce moment-là, la personne va dire ah ok, c'est une femme. Ouais. Tu mettais beaucoup d'efforts qui étaient ruinés entre guillemets par Voilà, le prénom. ça me faisait trop mal, donc du coup j'ai fini par utiliser un surnom, et puis 2 ans plus tard je me suis trouvé un vrai prénom, Elio, qui est vraiment mon prénom que je me suis totalement approprié, que j'ai changé au niveau légal. On en parlera peut-être après. Tout ça pour dire que le coming in, comme on appelle ça, c'est quand tu te rends compte toi-même, puisque généralement tout le monde part du principe en grandissant qu'on est ce qu'on nous a dit qu'on était et tout ça. Peu à peu, on se rend compte des trucs. Et pour moi, ça a aussi été une longue démarche de « Ok, ce truc-là, il me dérange, je vais changer ça. » Ma coiffure aussi. J'avais les cheveux longs, je les ai coupés
2 ans et demi après m'être dit ok je suis non-binaire. Ben voilà, tout ça a pris du temps et j'ai fait les changements sur Facebook aussi. Ouais. C'est tout à coup ça c'est utile quand même. Alors j'utilisais mon surnom et mon prénom et puis mon surnom et mon nom de famille. Enfin, Est-ce que je peux te demander c'était quoi ton surnom? c'est Soleil. Ah c'était Soleil, oui c'est en lien avec Elio, ouais. Oui, c'est ça. C'est en fait, j'ai toujours gardé le fil directeur parce que mon prénom était en lien avec le soleil. Enfin, il y avait toute une histoire avec ça. Trop bien. Ouais. Et donc, j'aimais bien rester raccrochée à ça. Le soleil, c'est une symbolique très forte pour moi. Et donc, j'ai choisi Elio avec un H pas comme le soleil en grec. Parce que c'était le seul prénom qui sonne plutôt masculin, qui me convenait et qui a un rapport avec le soleil. J'ai vraiment galéré. C'est pas pour rien que ça m'a pris 2 ans. T'as cherché longtemps. Ouais, vraiment. Puis, sans accent aigu, c'est ça? Et sans accent, ouais. Après avoir choisi mon nouveau prénom, après quelques mois, j'ai su que c'était le bon. Ouais. J'ai envoyé un texte de 4 pages à ma famille et aux amis que je côtoyais plus trop et à qui j'avais pas encore parlé de tout ça. Ouais. Ou avec qui j'étais pas encore très claire parce que j'avais dit un peu ouais, finalement, peut-être que... Et puis là, j'ai vraiment écrit un texte qui disait un peu comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai remarqué dans ma vie, comment parler de moi. Ça, c'était une section d'1 page et demie. C'était juste des exemples, en fait. Ouais, ouais. Yel est belle.o, Ouais. ça marche. Yel est magnifique, impec. Super. Ouais. Il est magnifique, ça va. Ça passe. J'avais mis en gros une petite croix ou un petit cœur en fonction de comment c'était. Ouais, c'est ça. Et puis elle est belle, ça, non, plus jamais. Fini. Voilà, des explications comme ça. Et puis encore 4 liens de sources avec des lexiques, des trucs pour que les gens puissent s'orienter. Ah ouais. Puis c'était en partie à toute une partie de ma famille qui habite en Belgique, que je voyais très peu. J'ai grandi en Belgique et j'ai déménagé, et c'est vraiment des gens que j'ai pas beaucoup vus pendant toute cette période, et donc qui n'avaient pas du tout suivi, ou mes tantes savaient parce que ma mère leur avait dit un petit peu, mais ma mère savait pas non plus très bien comment en parler, bref. Donc il y a eu une dizaine de personnes à qui j'ai envoyé ce texte qui s'appelait « Je m'appelle Elio. Je suis une personne non-binaire. » C'est trop bien. C'est pas mal. C'est vraiment cool. C'est vraiment un communiqué de presse avec des... Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai toujours eu envie de rendre la vie la plus simple possible pour les gens. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'accepter le masculin pour qu'on parle de moi. Ouais. Parce que, en fait, j'aime pas quand les gens se plaignent que c'est compliqué, parce que c'est souvent plus compliqué pour nous. Ouais, mais c'est clair. J'avoue que c'est compliqué. Ouais. Donc là, j'aimais bien avoir un truc très clair, très précis. Les autres Ouais. personnes ont appris sur le tas. C'est compliqué au début de faire l'effort, oui, parce que notre cerveau, voilà, il est branché d'une certaine manière. Enfin, déjà, je vis ça avec le langage inclusif. Moi, je fais vraiment beaucoup d'efforts pour parler qu'en inclusif au travail, surtout dans les mails, dans les documents que je rends, tout ça. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un effort au début, et après, ça s'apprend, et c'est tout bon. Ouais. Faut prendre un peu le pli. Prendre le pli, ouais. Puis effectivement, c'est clair. Bon, après, si t'as pas envie de faire d'efforts, C'est oui, ça. tout C'est va encore te plus difficile. tout va te sembler beaucoup plus compliqué que ce que ça devrait, quoi. J'ai vécu ça pour la première fois très profondément avec Maxime. Salut Maxime, j'espère qu'il écoute l'épisode. Oui. Je pense que oui. C'était un invité non-binaire qu'on a eu. Et justement, quand on a fait des rendez-vous avec Maxime, je me rendais compte que je faisais trop d'efforts pour me souvenir des pronoms, de comment formuler les phrases. Ouais. Mais en fait, ce que je devais réellement faire, c'est changer ma perception de la personne. Ouais. Arrêter de voir Maxime comme une fille, en fait. Et c'est ça le vrai effort que moi j'ai dû faire. Et du moment que tu fais ça, le reste suit, en fait. Mais bref, Ouais. ça c'est mon vécu. Mais c'est vraiment tout un mindset, quoi. Pour moi, il y a un peu 2 cas de figure. Là, c'était des personnes que je connaissais depuis longtemps et qui me côtoyaient plus vraiment maintenant. Ouais. Et pour qui, donc, c'est aussi spécialement difficile parce que souvent, elles avaient une image de moi. Par exemple, quand j'étais ado, j'étais pas très stéréotypée, mais bon, j'avais quand même vraiment l'air d'une ado-fille. Ouais. Et moi, je suis partie à 18 ans de la Belgique. Donc, la plupart de ma famille de Belgique a encore très fort cette image-là. Ouais. D'ailleurs, je suis contente parce que récemment, on a une fête de famille où j'ai pu débarquer avec mes cheveux courts, avec une chemise de cravate, avec une cravate trop belle que ma marraine m'a offerte. Ah. Et du coup, je suis trop contente. Ouais. Voilà. Enfin, me dire, je vais enfin pouvoir leur donner une image de qui je suis maintenant. Parce que c'est vrai que quand on a appelé pendant 18 ans, enfin même du coup là, 23 ans, une personne par un tel prénom, dit comme ça, etc., qu'on a dit c'est ma nièce, c'est machin, ben oui, en fait, c'est difficile parce que t'existes dans la tête de la personne, ben avec les pronoms que tu utilisais à l'époque, quoi. Pour moi, c'est quand même un effort à faire. Et ce qui est chouette, c'est que moi, je suis passée par là quand mon ancien meilleur ami a fait son coming out. À ce moment-là, ça faisait plusieurs années qu'on se voyait plus parce qu'on avait tous les deux changé de pays. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai vu que j'avais du mal et j'avais vraiment trop peur qu'une fois on s'appelle et que je me trompe. Et donc, j'ai regardé toutes ces photos
Facebook. J'ai répété juste son prénom et le masculin, etc. Et j'ai changé ma perception de lui. Et même les anciennes photos où, bah voilà, pareil, il avait les cheveux longs, même s'il avait toujours eu ce truc très androgyne, très masculin en fait. Il y a un changement à faire et il y a un truc actif à faire parce que ton cerveau a enregistré une façon de faire et que ça peut pas changer tout seul, voilà. Ouais, le cerveau, il va au plus simple et au connu. Donc, si ça a été comme ça, si ça a été elle pendant 18 ans, passer à yel ou il, c'est compliqué, quoi. Donc c'est effectivement un travail plus actif à faire, quoi. Puis des trucs que j'ai remarqué aussi, c'est par exemple, j'ai une assistante sociale qui avait super attention les 2-3 fois où on s'est vus pour les premières fois. Puis après c'était... Et puis... non mais en fait c'est con, j'ai eu un souci médical en rapport avec la gynécologie. Et on en a parlé parce que j'avais ma facture qui n'était pas remboursée, c'était... bon bref. Du coup c'est le premier truc dont on a parlé et là elle m'a mégenrée. Et je pense qu'en fait, voilà, dans sa tête, gynécologie c'est les femmes et donc... Tout à coup, le cerveau, il était tout perdu et il a remis un L, quoi. Ouais. C'est marrant que tu parles de ça. Je suis le compte Instagram de Léon Salin, qui est donc un homme transgenre suisse romand, qui a fait un post récemment en parlant du fait qu'il avait eu des problèmes gynécologiques et puis qu'il avait dû aller aux urgences et à quel point c'est difficile parce qu'il a vraiment un passing d'homme maintenant et puis il y a vraiment ce côté où tu vas et tu dois expliquer aux gens. Enfin, puis tu vois, t'arrives aux urgences, tu t'es pas direct... tu dois passer par plein de gens. Dans un box tranquille, enfin genre t'arrives au desk et tu dois dire c'est quoi ton souci, quoi. Alors quand t'es un homme et que voilà justement t'as un problème gynécologique, tu vois les petites roulettes qui tournent un peu trop vite, un peu trop fort dans la tête des gens, puis en même temps il se passe rien derrière. Et à quel point c'est une raison aussi pour laquelle les personnes transgenres ont probablement plus de problèmes aussi physiques, enfin une moins bonne espérance de vie aussi, parce que c'est beaucoup d'efforts d'aller chez le médecin à chaque fois. Soit c'est ton médecin connu, mais c'est pas toujours le cas, et puis faut tout réexpliquer à chaque fois, et puis c'est lourd. Puis des fois il y a juste des gens qui sont pas prêts à entendre ces trucs, ces aspects-là. Non, puis c'est un sujet, compliqué. Là on prend un virage très sombre, mais c'est le sujet de l'empathie aussi, de l'humanisation des gens. Déjà il y a des statistiques juste hommes-femmes, on prend moins soin des femmes, et les femmes ont plus de chances de mourir dans le bloc opératoire quand elles ont des problèmes cardiaques que les hommes. Déjà là, t'as un problème d'empathie et d'humanisation grave. Je sais pas s'il y a des statistiques quand tu parles des personnes non-binaires, trans, encore racisées, il y a des statistiques. Mais ça c'est un problème grave. C'est compliqué. Virage très sombre. Oui, très vite. Mais du coup, quand tu as fait ton communiqué à tout le monde, ça a été généralement reçu comment ? Ça a été très bien reçu. Cool. Je le savais aussi parce que j'ai de base une famille cool et ouverte. C'est pas que mes parents et mon frère, c'est aussi vraiment mes grands-parents, donc du côté belge et du côté suisse. C'est toutes des personnes qui ont aussi été un peu militantes dans certains trucs, qui sont plutôt de gauche. Je sais que ça aide statistiquement. Bref, c'est par exemple au niveau de l'homophobie, j'ai toujours su que ma famille était super ouverte à ça. Voilà, ça n'empêche pas la petite homophobie ordinaire de se dire que mon fils va avoir une copine et ma fille va avoir un copain. Mais disons qu'il y avait en tout cas une ouverture à ce qu'une personne puisse débarquer et dire « Ah bah non, moi pas ». Voilà. Forcément, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué à comprendre parce que quand tu vis déjà avec une poignée de personnes trans que tu connais de loin ou voilà, et que tu sais que parfois en fait tu croyais que c'était un homme mais c'est une femme, et puis moi je débarque et je dis en fait aucun des deux. Et puis enfin voilà, ce qui a été clair depuis le début, c'est qu'il y a un effort que les gens sont prêtes et prêts à faire envers moi. Et par exemple ma marraine qui m'a offert une cravate au Noël d'après, pour moi c'était une façon de dire le message est passé, quoi. Elle m'avait offert un parfum, je crois que j'en ai mis 10 fois, et puis je l'ai vendu. Parce qu'il était là depuis trop longtemps, et je me suis dit, en fait, je vais plus jamais l'utiliser, quoi. Je mettais juste pour les fêtes de famille, en disant, allez, comme ça. Donc là, je me suis dit, ok, là, l'info, elle est passée, c'était un super symbole, et je crois que tout le monde m'a répondu. Toutes les personnes avec qui j'avais envoyé m'ont répondu. Ça, c'est cool, déjà. C'était tout des messages choux. Alors, j'ai eu quelques gaffes, genre... Tant que tu es heureuse, ça va. Je viens de dire que j'utilisais plus le féminin, mais ok, j'apprécie le message et j'ai juste dit merci. Moi, ce qui comptait, c'est que au moins les gens savent. Et j'ai eu des super réactions. Je sais que je suis aussi très privilégiée là-dessus. Mais c'est tant mieux. C'est ça fait trop du bien d'entendre des histoires comme ça. Oui, c'est clair. Ça devrait être la norme, quoi, de dire en fait ils sont remis en question et puis ils changent le truc et ils font des fautes et ça arrive. Mais il y a une volonté derrière de faire les choses bien, quoi.
Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment un truc précieux, en fait, mais c'est triste. C'est un truc que j'essaye de dire aussi de temps en temps, aussi sur des forums entre nous. Avec les fêtes de famille, il y a eu plusieurs personnes qui disaient comment est-ce que je fais cette année, est-ce que j'y vais ou pas, est-ce que vous avez un truc à me conseiller. J'ai dit, je suis allée à une fête de famille il y a 2 mois maintenant, en Belgique, donc c'était un petit peu le grand moment. Il y avait aussi de la famille un peu plus éloignée, et en fait, on avait été invités sur un groupe Facebook pour donner l'invitation à tout le monde. Du coup, j'ai demandé à ma cousine qui organisait la fête, j'ai dit, est-ce que c'est ok pour toi que j'écrive un petit message pour rappeler mes pronoms et tout, comme ça je sais que tout le monde sait. Et elle m'a dit, ouais, pas de souci. Donc du coup, j'ai écrit 1 semaine avant, j'ai dit, pour rappel, je sais qu'il y en a qui m'ont connue sous un autre prénom, et maintenant je m'appelle Elio, et puis j'utilise no school masculin, c'est important pour moi, mais c'est pas grave si vous vous trompez. Voilà, je me réjouis de la fête, machin. Et tout le monde a fait super attention. C'était trop chou. Trop bien. Et là, j'avoue que c'était une super façon. J'avais vraiment un peu peur d'arriver et que les gens soient là. Oula, t'as changé T'as changé mon ancien prénom. Ah non. En fait, maintenant, je m'appelle... Bref. Moi, je passe beaucoup par l'écrit parce que ça permet aux gens de digérer, de relire le truc, puis de se préparer à l'avance. Et il y a des fois où ça se passe bien, et c'est vrai que c'est important. Parce que des fois, les gens peuvent avoir une réaction douloureuse à chaud, mais à la longue, ils vont pas rester là-dessus. À la longue, ils vont être acceptants et ça va aller. Du coup, c'est bien l'écriture, justement pour ça, je trouve. Ça laisse le temps aux gens de processer, en fait, ce qui se passe. À fond. Et de pas réagir d'une manière qu'ils vont regretter aussi après. C'est vrai. Et puis, au niveau administratif, tu as fait des changements, tu souhaiterais faire des changements. Où est-ce que tu en es maintenant ? J'ai fait mon changement de prénom quand j'utilisais mon prénom depuis 9 mois. C'était vraiment un peu... maintenant, je suis sûre, quoi. Ouais, c'est bon, j'ai testé. Je suis sûre. Et j'en avais marre déjà. Moi, je suis assez politisée, puis j'aime bien pouvoir signer des initiatives et tout. Et il y avait un truc super gênant de devoir mettre mon ancien prénom devant la personne qui est en train de regarder si tu remplis bien les cases et tout. Surtout que parfois on te demandait salut, moi je m'appelle Arthur et toi, et puis du coup moi je dis que je m'appelle Elio, et puis juste après j'écris un autre prénom à la place. Bref, des trucs gênants comme ça. C'est con, mais je me suis dit, maintenant j'ai une famille cool, j'ai un entourage cool, tout le monde m'appelle comme ça. Imagine, je meurs et il faut m'enterrer sous mon ancien prénom. Parce que c'est mon prénom légal. Et j'étais vraiment là, en fait je pense que je suis tellement heureux de tout mon parcours non-binaire et tout. J'ai tellement fait ma place, je suis trop contente de mon prénom. Mes proches seraient tellement dépités d'être là, qu'est-ce qu'on doit faire, et de devoir remplir mes papiers avec mon ancien prénom. Il y a eu vraiment une espèce de... c'est une pensée un peu pas forcément cool, mais moi je me suis dit, je peux pas, je crois pas en la vie après la mort, mais vraiment je peux pas imaginer que sur ma tombe ce soit mon ancien prénom. Ça m'aurait trop énervée. Mais c'est trop intéressant d'avoir cette réflexion. C'est vrai. Même si tu dis je serai pas là. J'espère bien que ça n'arrivera pas trop vite, mais c'était l'occasion. Je me suis dit, bon, en fait, je m'inquiète pas. Puis à ce moment-là, maintenant, il y a une loi qui est passée pour faciliter les changements de prénom et de genre pour les personnes transgenres dans toute la Suisse. Ça c'est la classe, moi j'étais pas au courant, c'est toi qui m'as dit. Tout ça a été facilité, et aussi avec un tarif, je crois, qui a été harmonisé, mais genre à 75 balles, alors qu'il y avait des endroits où ça allait à 200 000, enfin bref, voilà. Plus les papiers d'identité qu'il faut repayer, puis si tu veux faire ton passeport, machin, mais je veux dire, ça reste un prix relativement abordable. Faut payer l'État pour faire les changements, donc ça c'est vraiment très cool. Moi je l'ai fait avant, on m'avait dit, vous êtes sûr, vous voulez pas encore attendre 6 mois? J'ai fait non, tant pis, je fais maintenant. Moi à ce moment-là je devais avoir une attestation, soit d'une psychiatre, soit d'une association LGBT, qui dit oui c'est bien une personne transgenre, parce qu'en fait sinon le processus est plus coûteux. J'aurais pu changer de prénom en disant juste en fait je préfère Elio. Donc pour avoir droit au tarif trans, il fallait avoir cette attestation. C'est plus le cas maintenant. À ma connaissance, j'ai revérifié pour une pote il y a pas longtemps. Donc. C'est juste sur déclaration. À ce moment-là, on m'a dit c'est l'occasion de faire le changement de genre, ça ne coûte rien en plus. Vous devrez de toute façon faire tous vos papiers et tout. J'étais assez sûre de mon choix déjà. J'ai gardé la mention de genre féminin, principalement parce que, comme je disais, je fais pas de transition médicale. Pour l'instant, je ressemble encore très fort à une femme. Et en tout cas, si je dois faire croire que je suis un homme, je dois faire des efforts. Tandis que si je dois faire croire que je suis une femme, ça me fait chier. Mais il me suffit de parler et de montrer mes seins. Genre, juste qu'on me voit habillée en t-shirt, en fait... Biologiquement, il y a de fortes chances que je sois femelle. Je pourrais être une personne trans, une femme trans, hormonée, mais bon, bref. En tout cas, a priori, on va me prendre pour une femme si je dois montrer que c'est bien moi. Et j'avais vraiment trop peur de me retrouver dans une situation où je dois expliquer à une personne qu'en fait je suis trans, mais que j'utilise pas d'hormones, puis que j'ai pas enlevé mes seins, et puis machin. Et l'autre truc, c'était...
j'ai fait de l'activisme et j'ai déjà eu un peu des problèmes avec la justice, Ouais. dont des menaces de prison, dont un jour en prison même, Ouais. où j'étais en prison Ok. pour femmes. Ouais. Et je me suis dit, si un jour je devais être arrêtée pour plus longtemps, je préfère être dans une prison pour femmes que pour hommes. J'adore tes réflexions. Tu t'imagines ta tombe, tu t'imagines en prison. Ouais, genre vraiment. Pour moi, c'est des réflexions qui sont pas évidentes. Ouais. Clairement, si j'avais pu choisir un neutre, ça, là, j'aurais pas hésité par contre. Mais là, Pas de malheureusement, mention ça, ou genre neutre, voilà. Ça existe pas encore, quoi. Ça existe pas en Suisse, c'est même si on a une double nationalité dans laquelle c'est autorisé d'avoir un genre neutre. En Suisse, tu peux pas mettre le genre neutre sur ta carte d'identité. Ok, ils sont vraiment en mode... De nouveau, j'ai revérifié. Voilà. 999. J'ai la double nationalité belgo-suisse, donc peut-être un jour j'aurai une carte d'identité belge avec pas de mention ou une mention neutre parce que ça, Ouais. c'est un peu plus avancé là-bas. Et ouais, en fait, j'étais vraiment là. Je préfère devoir prouver que je suis une femme que devoir prouver que je suis un homme Mhm. parce qu'il y en a quand même un qui est plus facile et que je vais encore continuer à profiter de ça. Ouais, ouais. Un petit peu quoi. J'avais pris des notes de la dernière fois qu'on s'est vu, mais je sais pas si c'était dans le cas de choisir F ou M pour ta carte d'identité, mais t'avais dit que t'avais peur aussi de la dysphorie inversée. C'est clair que je suis pas un homme non plus. Mm. Ben, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est j'aime bien pas être perçue comme une femme. Là, pour l'instant, je suis assez content parce que j'ai plutôt l'air d'un mec, mais en même temps pas trop. Et du coup, en fait, généralement, les gens évitent. Je vois vraiment que on m'appelle moins madame, mais on m'appelle pas beaucoup plus monsieur, en fait. Mais Ouais. juste, ben, si les gens sont pas sûrs, ils vont pas le dire, en fait, Ouais, parce que ouais. les gens ont trop peur de se tromper. Ça m'est déjà arrivé d'être dans la rue le soir et de croiser une femme et de lui dire bonjour, alors que d'habitude je ne dis pas bonjour, parce que j'ai plutôt tendance à être en mode « Ah, si je parle pas, on va croire que je suis avec ». Et là, de me dire « Ça va paraître plus safe si j'ai l'air d'être une femme et tout ce que je veux, c'est rendre les femmes autour de moi le plus safe possible Ouais, ouais, ouais. ». Et du coup, ça m'arrive de m'adapter aussi un peu comme ça. Enfin, j'ai pas envie d'être perçue comme un homme non plus, j'ai pas envie d'être considérée comme un homme partout. Mhm. Je pense qu'au niveau administratif, je m'en fiche un petit peu. Ok. Parce que de toute façon, les gens qui regardent que mes papiers, ben ils me parlent pas, puis ça change pas grand chose. Enfin, honnêtement, j'aimerais bien recevoir plus souvent mon courrier avec marqué monsieur. Maintenant, j'ai un peu les deux, c'est marrant, mais Ouais, ouais. c'est parfois un peu ridicule aussi. Bon. Ceci dit, moi j'ai un peu des deux juste parce que j'ai un prénom albanais. Les gens Les sont gens là, savent pas genre, quoi faire. c'est quoi Mhm. Et des fois c'est mon nom de famille qui est dans mon prénom. Qu'est-ce que toi tu penses de simplement en fait abolir l'assignation de genre à la naissance? J'ai un peu arrêté d'y penser parce que je me suis rendu compte que j'allais pas aller très loin. Alors moi, clairement, je pense que le genre a trop d'importance dans notre société et que ça bénéficie à personne. Ouais. Je pense que le fait que tu peux pas parler d'une personne sans dire « j'ai croisé une femme qui, j'ai croisé un type qui Mhm. », c'est embêtant. Je trouve vraiment que c'est pas nécessaire de devoir tout le temps dire c'est quoi le genre des gens, surtout pas de nouveau. Plus il y a de personnes trans, plus on risque de se tromper. Mais aussi, à part ça, aussi plein de personnes androgynes. Pour l'instant, il y a une transphobie assez assumée à plein d'endroits aussi. Ouais. Il y a des trucs comme par rapport aux toilettes, par exemple, où mais imaginez, n'importe quel homme va pouvoir aller dans des toilettes de femmes en disant qu'il est une femme. Ça c'est l'argument de J.K. Rowling. Ça c'est l'argument de J.K. Rowling, oui. Alors déjà, juste je profite de ce micro pour pouvoir dire, en fait, un homme qui veut aller dans les toilettes des femmes, il peut y aller. Oui. Déjà maintenant, il a pas besoin. En fait, la plupart des gens vont pas te demander « Mais vous êtes un homme, vous êtes pas dans les bonnes toilettes ». Il n'y a pas un sécu à l'entrée. Mais en fait, il y a des personnes, j'ai entendu des témoignages de femmes qui disent « On m'a foutu dehors des toilettes parce que j'avais un visage trop carré ». C'est vrai. Il y a des femmes cis qui se font agresser parce qu'elles ressemblent un petit peu trop à un homme. À une femme trans, quoi. C'est ça. Moi, j'ai tout un délire aussi avec les toilettes, où je suis un peu en mode, si on enlève les urinoirs, où il y a des hommes cis qui sortent leur tub pour pisser, genre, qu'est-ce que ça change qu'on soit les uns à côté des autres? Mais oui. Vraiment, je comprends pas trop. Et c'est un truc où, en plus, bah voilà, avec tous les arguments transphobes, derrière, je suis un peu là, mais qu'est-ce qui se passe dans vos toilettes? Moi, je comprends pas, hein. Enfin, puis vous pensez vraiment que c'est là l'endroit où il y a le plus de risque de se faire agresser sexuellement? Puis toutes les femmes qui se font agresser sexuellement avec du GHB et je ne sais quoi dans les toilettes des clubs, c'est dans les toilettes des meufs, il n'y a pas de souci. Ouais. Et c'est un homme qui est rentré comme ça. Oui, puis je L'agression trouve- se passe quand même. Je pense que ça vient aussi un peu de l'idée que tu vas forcément te faire violer, que statistiquement, tu as plus de chances que ça soit un inconnu total, Oui. alors que c'est absolument pas le cas. Ouais. Enfin, vraiment, je comprends pas trop le délire avec les toilettes. Disons que pour moi, les toilettes sont un espace de non-mixité et qu'en fait,
beaucoup de femmes n'expérimentent pas la non-mixité la plupart du temps. Et que c'est un espace où c'est un peu plus facile d'être une femme, en fait. Aussi, parfois, juste parce que en fait, les hommes vont pas te regarder. Parce qu'il y a pas d'hommes. C'est vraiment triste en interprétation. Ouais, ça me déprime. Non, mais à part ça, je pense que la non-mixité a un sens. Ouais. S'il y a des femmes cis qui ont besoin d'un espace de non-mixité entre femmes cis, parce qu'elles vont parler de leurs règles, machin, et qu'elles ont pas envie de se sentir mal à l'aise parce qu'il y a une femme trans avec, ou un mec trans, et que... Voilà. Bah, ok, en fait. Enfin, moi, je trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus de non-mixité et que du coup, on puisse plus faire ce qu'on veut avec la non-mixité qu'on a envie d'avoir dans un moment donné. En effet, moi, je pense qu'aux toilettes, on peut aussi juste être dans sa toilette fermée et du coup, c'est ta non-mixité personnelle avec que toi et c'est cool. Mais c'est vraiment triste ce que tu racontes. Ça veut dire que pour la plupart des femmes, le safe space, c'est les toilettes du no-name, quoi. Les toilettes collantes et sans péché. Je pense qu'il y a de ça. Moi, ce que je ressens dans certaines femmes qui disent que ça va pas, qu'il y ait des hommes qui a dans leurs toilettes, c'est un espace qui est sacré pour elles parce qu'en fait, ça leur offre un truc qu'elles ont pas ailleurs. Mais du coup, pour moi, faut mettre le doigt là-dessus et se dire le problème, c'est pas il y a des femmes trans qui vont dans tes toilettes. Le problème, c'est tu te sens pas safe dans la société et il te faut plus d'espace où tu te sens safe. Ouais, exact. Voilà. Ouais. Ok. Non, c'est une bonne analyse. Ouais, trop intéressant. Donc l'abolition de l'assignation du genre à la naissance, toi, t'as arrêté d'y réfléchir parce que... Pour moi, ce serait utile. Je pense que tout le monde doit être plus informé sur déjà les spécificités biologiques des hommes et des femmes, mais aussi juste pour pouvoir prendre soin des autres. Enfin, moi, j'ai un ami qui m'a dit faut que tu consultes parce que j'ai une tumeur bénigne dans un de mes seins et que je lui ai dit j'ai une boule là, je sais plus pourquoi j'ai parlé de ça. Il m'a dit ça fait combien de temps? Bon, je sais pas, peut-être 3 mois, 5 mois. Enfin, il m'a dit mais t'es jamais allé voir personne. Et en fait, il s'est inquiété pour moi parce qu'il sait que quand t'as des seins, t'as plus de chances d'avoir des cancers du sein et que les cancers du sein, ça ressemble très fort à ce que j'ai. Sauf que c'en est pas un. Mais du coup, peut-être j'aurais jamais consulté si on n'avait pas parlé de ça et si il s'était pas posé des questions sur mon corps à moi qui est pas le sien. Enfin bref. Je pense que tout le monde mérite à comprendre mieux les enjeux de tout le monde et que les stéréotypes sont un peu nuls donc on pourrait bien s'en sortir sans. Les gens qui disent oui mais il faut savoir avec qui tu peux te reproduire, je pense que dans la majorité de contextes on n'a pas besoin de savoir. On devrait s'en sortir au pire. Ouais, si t'en es là, si tu veux te reproduire avec quelqu'un, en plus, pose la question à la limite. C'est ça. En plus, la personne peut toujours être stérile et tu le savais pas. Oui. Donc du coup, vraiment genre... Ou pas vouloir d'enfant. Dans la majorité des cas, je pense que c'est assez inutile. On pourrait en faire moins un foin et que ça se passerait bien. Mais en fait, pour l'instant, la société, elle a besoin de ça et je crois vraiment que... Je crois que ça ferait une telle perturbation pour beaucoup de gens. Je suis pas sûre qu'on ait besoin d'un moment de aussi grande perturbation. Je pense que pour l'instant, avec les questions féministes, les questions trans qui se mélangent, qui font des trucs super intéressants, de brouiller les pistes un petit peu, de brouiller les stéréotypes, de réinterroger tout ça, en fait, les filles peuvent faire du foot, en fait, je peux me maquiller et être un mec. Bon, là, on est en train de faire la première étape, brouiller le genre. Comme disait Judith Butler, troubler le genre. Et puis, à un moment, on va en arriver à... En fait, le genre, c'est trop compliqué. Je veux plus le genre. Je vais arrêter de le donner aux gens autour de moi. Mais pour l'instant, les gens, ça leur est utile dans la vie de tous les jours d'utiliser les notions de genre. Parce que pour l'instant, il y a encore une réalité derrière, qui est une réalité sociale. Les femmes vont être plus comme ça, les hommes vont être plus comme ça. Statistiquement, c'est vrai. Et du coup, c'est pratique parfois de donner un repos à ton cerveau en lui disant « Va chercher cette personne-là, elle a l'air gentille. » Voilà. Ouais. Ok, merci. Et puis, au niveau des groupes, tu as dit que tu étais activiste. Comment c'est reçu, généralement, dans les milieux féministes, par exemple? En fait, c'est drôle parce que j'ai commencé mon engagement féministe peu après m'être rendu compte que j'étais non-binaire. Et je l'ai dit à personne parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment... comme j'ai dit, c'est la foire, je savais pas quoi faire avec ça. Ouais. Donc, je pense qu'après 1 an, j'ai commencé à utiliser mon surnom. Quand on faisait les tours de table, je donnais plus mon prénom que tout le monde connaissait, je donnais mon surnom, Soleil à la place. Ouais. Et puis, gentiment, il y en a qui ont commencé à m'appeler comme ça. Je pense qu'il y en a qui ont compris et que la majorité ont pas compris. Parce que je trouvais pas ça nécessaire. Parce que, en fait, pour moi... les questions féministes, surtout à cette époque-là où j'étais encore perçue comme une femme quasi la totalité du temps, je vivais le sexisme comme une meuf cis en fait, donc ça changeait pas grand-chose. Dans la non-mixité entre femmes, ce que j'ai ressenti le plus, c'est en fait mon genre est moins important, parce que comme on est toutes des meufs, on va pas me traiter comme ça parce que je suis une meuf, parce qu'en fait on est toutes des meufs, et du coup les stéréotypes, je les ai trouvés beaucoup moins forts, alors que parce que j'étais vue comme une femme, finalement... en fait, on s'en foutait. Elle est comme ça, elle est comme ça. Et c'est pas parce qu'on est des meufs, c'est parce que c'est nos caractères personnels, en fait. Et très vite, on se connaissait assez bien avec le groupe du collectif. Et on se traitait comme des humaines, en fait.
et pas comme des femmes. Enfin, finalement, c'est un espace où j'ai très peu ressenti la pression de mon genre assigné. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis sentie à l'aise aussi longtemps. Mais en fait, j'ai déménagé et du coup, j'allais de toute façon quitter mon collectif. Et à ce moment-là, j'ai pas réussi à revenir. C'était une période où j'étais de plus en plus affirmée là-dessus et je savais pas comment faire. Alors, il y a eu Révoltez-nous, et ça, c'était trop cool. Révoltez-nous, donc c'est le collectif qui s'est créé sur un coup de tête en mode c'est le confinement, il n'y a pas de grosse marche cette année, on ferait pas quand même une petite balade sans lui? Voilà, donc ça s'est créé comme ça. Il y avait aussi beaucoup de personnes queer, plusieurs personnes trans ou en questionnement, sans qu'on ait besoin de le dire en fait. C'était vraiment super, super ouvert, super cool. Ça m'a permis de garder une activité féministe où en fait on était clairement queer féministe, on se revendiquait queer féministe et on voulait, s'il y avait des mecs trans même sans poitrine post-opération, c'était trop cool. Enfin, ça n'a pas été le cas mais ça aurait pu. Donc là c'était un espace qui était clairement safe pour moi en tant que personne, peu importe ce que j'étais. Ouais, puis dans les milieux féministes, ça fait son chemin à part ça. Beaucoup de féministes se détachent quand même des discours transphobes dans ce que je vois autour de moi. C'est un point de polarisation actuellement où ça devient difficile de pas prendre position. Les collectifs féministes de la grève de 2019 et qui ont perduré bien heureusement ont toujours utilisé le tout avec astérisque pour dire toute personne qui n'est pas un homme cis, il y a différentes formulations. Donc j'ai toujours su que l'envie elle était là. Et ça, à ma connaissance, ça a jamais été redébattu. Pour moi, c'est un bon début, même quand les personnes dedans sont pas toujours très au clair, voire carrément problématiques. Il y a l'envie. Il y a quand même une ligne de conduite un peu dans le manifeste. Voilà. Puis du coup, ça fait que ça aide, même si c'est pas parfait, quoi. C'est plus au niveau individuel que collectif. Bah tant mieux. C'est clair. C'est un peu le minimum, quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même entendu que ça peut être problématique des fois dans les milieux féministes du coin, qu'il peut y avoir de la transphobie. Mais c'est cool d'entendre aussi ton point de vue, c'est-à-dire c'est affiché comme pas transphobe. Comme trans-inclusif, on va dire. C'est déjà ça, il y a une ligne de conduite comme ça. Après, c'est vrai que j'ai eu quand même des expériences. La première fois que je suis venue, je me suis dit, je veux savoir à quel point ce groupe féministe et inclusif des personnes trans a fait un tour de prénom-pronom. Je me suis dit, c'est bien. La moitié des gens, exactement 50% des gens n'ont pas dit leur pronom. Enfin alors, il peut y avoir quelques personnes qui ont oublié, mais vraiment... Étant donné que l'autre moitié le disait. Il y a toujours des rappels, quoi. Enfin, voilà, on était juste là pour dire prénom-pronom, c'est deux choses. C'est quand même... Enfin, bon. Il y a peut-être quelques personnes qui ont oublié, mais je pense vraiment que la majorité des gens comprenaient pas pourquoi on le disait, donc c'est que la question avait pas vraiment été posée ouvertement. Et puis, toutes les personnes ont dit elles et avaient, en tout cas, l'air des femmes cis. Alors, ça pourrait être des femmes trans qui avaient un super passing, c'est tout à fait possible. Bon, après, je connais aussi beaucoup des personnes trans du coin. Et puis, étant donné que moi, j'ai dit il y a aussi parfois des réactions qui laissent comprendre qu'il y a un écho des personnes trans autour de soi. C'est un truc, moi j'aime bien m'afficher aussi ouvertement trans, non-binaire, parce que ça va mettre en confiance les autres personnes. Et la dernière fois notamment, j'étais dans un groupe rien à voir, mais j'ai dit ça, et 2 personnes plus loin, il y a une personne qui a parlé du fait qu'il était chez son copain en vacances, machin. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il s'est senti plus à l'aise de parler de sa relation homosexuelle parce que j'avais dit, moi je préfère Yel et il et c'est important pour moi. C'est fort possible. Et que tout le monde avait bien réagi en fait. Enfin, vraiment en mode c'est une information de la vie de tous les jours. Ça met un peu en confiance les autres aussi, quoi. Je dirais que pour moi il y a une envie, dans les faits, c'est quand même... Moi, ça reste un espace où je me sens moyennement safe en tant que personne trans. J'ai pas de regard de travers. Il y a des personnes qui font ouvertement des efforts. Le collectif se veut trans-inclusif. Mais on parle quand même beaucoup des femmes. Et même si, quand on dit femmes, il y a une astérisque, parce qu'en fait, on inclut tout le monde. Ça reste un milieu de femmes cis blanches. Essentiellement, oui. Et ça, la blanchité aussi, c'est clair que c'est encore très fort. Et tant que ce sera la majorité, ce sera difficile pour la minorité d'être là, et donc ça va pas changer. Bref, voilà. Ça fait son chemin, gentiment. Gentiment, mais... je sais plus quel collectif c'était qu'on suit sur Instagram, vraiment je suis désolée, je sais plus, mais c'était une grève féministe d'une autre ville ou d'un autre canton qui ont fait une annonce sur Instagram justement en disant on s'est rendu compte que notre collectif est beaucoup trop homogène, on est pour la plupart des femmes cis blanches hétéros, puis ils faisaient appel vraiment activement à des personnes sexisées et racisées, et j'ai trouvé ça trop cool de activement se dire en fait ça va pas du tout là, on est quoi entre nous, quoi. C'est une question super difficile à part ça. C'est cool de dire venez.
Mais c'est bizarre quand même. C'est franchement, ouais, ça c'est un truc qui me questionne, surtout moi par rapport aux personnes racisées, puisque je peux pas me dire je vais y aller pour donner plus de mixité. Généralement, je suis dans des collectifs très blancs et je suis là. Ouais. J'adorerais qu'il y ait plus de personnes racisées, mais je sais pas comment faire. Non, je suis d'accord avec toi. Il faudrait que ce soit plus organique. Il faudrait déjà que dans nos vies personnelles, qu'on soit moins dans des bulles. Ça commence là, en fait, déjà. Parce que moi, je me rends compte, je suis quand même pas mal dans une bulle de femmes cis blanches, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, et on se rend compte de plus en plus avec le podcast aussi. Quand on veut inviter des gens, on est là, merde, mais on n'en connaît pas. Enfin... Ouais, c'est clair. Il y a tellement de trucs où t'es un peu là, ouais, en fait, j'ai pas de pote lesbienne, quoi. Oui, c'est ça. Enfin, genre, ça, c'est ça, tu sais. C'est un peu là, en fait. Moi, j'ai une connaissance, on a bossé ensemble. Oui, mais t'es un peu là, on va commencer à écrire aux gens. Enfin, ouais, tu vois, et coucou, justement, je me souviens de toi parce que t'es lesbienne. Et tu es la seule connaissance que j'ai lesbienne. Enfin, c'est genre triste, quoi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui font où effectivement, tu fais un bilan et t'es un peu là, ouais, ok. Quelque part, il faudrait que ça commence là, en fait. Ouais, l'intersectionnalité, un peu en carton, quand même. Enfin, ouais, c'est clair. Dans l'idéologie. Mais... Ouais, dans l'idéologie, mais pas dans les faits, quoi. Puis... et dans ta vie de tous les jours, du coup, comment ça se vit ? Je suis assez curieuse du côté sexisme versus transphobie quotidienne. Quel est le ratio ? Bon, de nouveau, je suis blanc. Du coup, tout est plus cool. Ouais. Enfin, je pense vraiment, voilà, je peux pas vivre l'expérience d'une personne non blanche, donc je peux pas savoir comment ce serait autrement. Ouais. Mais voilà, je suis blanche, j'ai la nationalité, tout ça, ça aide. Le sexisme est moins fort depuis que j'ai moins l'air d'être une femme. Comme je disais, en fait, il y a plus de gens qui sont pas sûrs. Je passe plus souvent dans le coin de l'œil comme ça, parce que en fait j'ai des vêtements, une coiffure, des postures qui sont pas vues comme féminines, et donc si la personne me regarde pas pour savoir, tu passes pour un homme. Je vais pas, ouais c'est ça. Et en fait, souvent les hommes repèrent les femmes. En fait c'est un truc qu'on fait tous un petit peu. On se comporte différemment envers les personnes en fonction du genre qu'on leur attribue, et en particulier du coup les hommes qui aiment bien pouvoir discuter avec des femmes parce que ça leur passe le temps. Ouais. Je veux dire ça comme ça. Repèrent les femmes qui sont vraiment des femmes, parce qu'en plus moi comme je disais une fois, au pire on va me prendre pour potentiellement une lesbienne parce qu'en fait je rentre pas dans les codes hétéros et c'est suspect. Il y a suffisamment de femmes qui ressemblent très fort à des femmes pour s'intéresser à moi, en gros. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Je me souviens encore de peu avant que je coupe mes cheveux, un type qui arrive par derrière moi et qui me dit « Cherchez une princesse, je crois que j'en ai trouvé une. » Je me suis retournée, j'ai fait « Quoi ?» Oh mon Dieu, c'est horrible comme pick-up line. Il a juste vu mon cul et mes cheveux. Vraiment. Oh my god. C'est fascinant. Et puis, en gros, je crois que j'en ai trouvé une. Ouais. Et puis en plus, il m'a sorti un moment, tu préfères les femmes, c'est ça ? C'est affligeant. Ah oui. J'ai dit, j'aime un peu les deux. J'ai pas envie de parler avec toi. C'est pas parce que potentiellement j'aime les femmes que j'ai pas envie de causer avec toi. C'est pas la raison principale. C'est parce que j'aime pas ta gueule. Ce sont des trucs qui me sont plus jamais arrivés. Ouais. Voilà, depuis que j'ai les cheveux courts, je n'ai plus jamais un mec qui est venu me taper la causette sans raison. Sauf si une fois, un type qui était juste là, un arrêt de bus, qui a dit « Oh là là, il fait chaud, je crois qu'il fait 40 degrés ici, c'était à Genève. » Bon, en fait, il me parlait en anglais, et après, il m'a dit « But, you're a boy or girl ?» Donc, en gros, t'es un garçon, une fille, et puis j'ai pas compris tout de suite parce qu'il avait un accent de je sais pas quoi, de je sais pas où, enfin, je veux dire... Du coup, déjà qu'on parlait en anglais, et puis je lui ai fait répéter 3 fois. Non, sérieux. Et puis, à la fin, j'ai dit « No !» No. Are you a boy or girl? No. Puis il a répété encore une fois, et puis j'ai dit plutôt un garçon. Et puis il a fait « Ah, ok !» Bref, donc voilà, ça j'ai eu une fois cette interaction-là. Mais sinon, vraiment, je suis plus invisible qu'avant. Je suis content. Moi, ça me va très bien. Ouais. Donc je vis moins de sexisme. Sauf de nouveau, dès que je parle ou quoi, j'ai eu la dernière fois... J'étais en plus avec une personne transféminine et un mec qui vient, qui nous entend parler entre nous, qui s'adresse à elle en lui disant « Est-ce que tu sais où est Digitech ?» Clairement, il avait entendu sa voix, il s'était dit « Lui, c'est un mec ». Enfin, du coup, elle, c'est un mec, enfin bref. Et déjà, en fait, on sait les deux où est Digitech. Ouais. Mais il lui a parlé qu'à elle, en pensant que c'était un homme, et que moi, j'étais une femme, en entendant nos voix, parce que c'est... Enfin, ouais. Et... Parce que toi, tu saurais pas lui donner... lui dire par où il faut passer. Clairement, pour moi, c'était pas un hasard. Ouais. Si on avait été 2 mecs, je vois pas pourquoi il aurait parlé qu'à un de nous deux. Oui, à mon avis, oui, tout à fait. Il aurait dit « Et vous savez où est Digitech ?» Enfin, ouais. Donc... si on avait été vus les deux comme des meufs, peut-être qu'ils seraient juste passés à côté.
Ouais. Il aurait pas demandé. Donc voilà, sexisme, j'en vis moins, mais quand même. Transphobie, bah franchement, ça va. Comme je disais, j'ai un entourage qui est très cool. Je suis blanc. Je suis pas trop clairement trans. Souvent, les personnes transféminines reçoivent plus de transphobie parce que si tu portes une jupe ou du maquillage et que t'as l'air d'être un homme biologiquement, d'après ce que les gens se font comme idée dans leur tête, ça va se voir et ça va être pas normal, et voilà. Et que moi, j'ai des cheveux courts et des jeans, mais je veux dire, en fait, beaucoup de meufs cis aussi. Ouais. C'est rare que j'ai l'air clairement queer. Aujourd'hui, je me suis dessiné une moustache au crayon, au maquillage, en gros, parce que j'étais là, j'ai trop... Enfin, voilà, c'est mon petit truc queer, et là, c'est le moment où les gens, ils sont là, Ah ouais. De loin, on peut y croire, mais... Ah ouais, ça se voit pas de loin. Franchement, moi, j'ai cru. Ouais, moi aussi. Si t'es devant moi dans le bus, tu vois que c'est du maquillage, quoi. À ce moment-là, ça peut perturber les gens. À la piscine, je mets un binder, comme on appelle ça, un vêtement haut qui écrase la poitrine, qui la met de côté, pour avoir plus l'air d'un torse plat. Et j'ai un maillot masculin en bas. Et il est couleur chair de personne blanche. Ouais. Et là, les gens me regardent, mais en fait, c'est marrant parce que moi, je les vois plus. Je m'en fiche du regard des gens maintenant. C'est fou comme le fait de me dire j'ai plus besoin de correspondre à l'image que les gens se font d'une femme. Ça m'a relaxée et je trouve ça trop triste. J'aimerais bien que tout le monde se dise pareil. Je peux me poser comme je veux si c'est confortable pour moi. Et tant pis si les gens se disent que je suis pas une femme bien. Enfin, vraiment, qu'est-ce qu'on s'en fiche? En fait, la majorité des gens, on s'en tape de ce qu'elles pensent, mais bon. Et en fait, là, c'est ma coloc qui me dit c'est fou comme les gens peuvent pas s'empêcher de te regarder quand tu portes ton binder à la piscine. Ah bon, okay. C'est impressionnant comme tu en as rien à foutre. Et je ne le remarque plus. De temps en temps, je vois que des gens me regardent, mais je veux dire, je suis là, en même temps, je suis content en fait. J'ai choisi de porter un vêtement qui questionne sur mon genre. Avant, j'avais jamais choisi d'être vue comme une femme. Maintenant, je peux choisir d'être vue comme une personne queer. Et donc, parfois, j'aimerais bien pouvoir sortir et pas avoir l'air d'une personne queer et faire ce que je veux avec mon corps. Santé. Mais disons que je peux m'éviter ça. Pour l'instant, je ressens pas suffisamment de dysphorie. C'est aussi pour ça que donc la dysphorie, c'est quand on se sent en désaccord avec notre genre. C'est vraiment... Il y a la dysphorie sociale et la dysphorie corporelle. Honnêtement, je suis mieux avec mon corps depuis que je sais que je suis non-binaire. C'est comme si tout à coup, c'était devenu mon corps à moi et plus un corps de femme ou je sais pas quoi, qui était pas comme il faut. En fait, mon corps, il fait ce qu'il veut. Et c'est cool, je me sens très bien avec, même si dans ma tête, j'ai pas de sein. Et je suis régulièrement étonnée d'en avoir. Voilà. J'ai une poitrine petite, alors j'ai pas besoin de mettre des soutiens-gorge pour la tenir, donc ça m'aide. Puis j'ai des hanches pas très prononcées, j'ai une silhouette assez carrée, du coup ça va plutôt bien. On va enregistrer un épisode avec Aline, c'est un futur épisode, mais justement on va parler de ce sujet de... À un moment donné, tu deviens invisible à la société patriarcale et que c'est trop libérateur. Dans son cas, on va plutôt parler d'orientation sexuelle et de poids. Et à quel point... Trop intéressant, Ouais, du moment qu'elle a goûté en fait à cette invisibilisation qui était trop bien, tout d'un coup elle est là, en fait je veux plus ressembler à une femme qui est considérée comme dans les standards de beauté. Et ce que tu dis là, ça résonne un peu avec ça, je trouve. Trop bien. Enfin moi, le truc de je regarde pas les gens qui me regardent. Et en fait, je sais pas comment ça se fait exactement. Enfin, je pense que c'est juste... J'essayais plus d'être une femme et du coup, en fait, j'ai plus rien à essayer d'être. J'essaye d'être une personne gentille. Voilà. Mais en fait, ça, je peux m'asseoir comme je veux dans le bus, je peux mettre les vêtements que je veux, ça change pas que je vais me pousser s'il y a une personne qui veut se mettre à côté. Et du coup, en fait, j'ai beaucoup moins de pression et ça, ma coloc me confirme que du coup, les gens continuent à me regarder. Et je me dis, à quel point il y aurait aussi moyen de se déstresser un petit peu, de faire l'expérience, de se sentir plus invisible et de pouvoir moins se regarder aussi. Si on peut s'arrêter sur peut-être des recommandations, conseils, demandes que tu pourrais avoir envers surtout les gens cis, pour que ça se passe bien, pour par exemple toi, comment toi tu vis les choses, ou d'autres personnes en généralement trans ou non-binaires. Pour l'instant, le point de pivotement, c'est autour de la représentation. Je pense qu'on a besoin de voir des personnes trans. On a besoin de voir différentes personnes trans aussi. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver des ressources de personnes trans qui sont racisées, qui sont grosses, qui sont... En fait, du coup, les personnes trans masculines, c'est sur YouTube. Moi, je suis beaucoup sur YouTube. C'est beaucoup plutôt binaire, ou en tout cas qui font une transition hormonale pour la plupart. Le handicap est pas mal représenté
dans les questions trans. En tout cas, moi, ce que j'ai pu constater autour de moi, c'est qu'il y a des ponts. C'est difficile pour moi. Enfin, je pense qu'il y a le côté... en fait, beaucoup de personnes trans ont des périodes super compliquées avant de se rendre compte, ou parce que le reste du monde continue à pas vouloir s'en rendre compte. Donc, rien que la santé mentale, elle est impactée par la transidentité. Donc, forcément, les personnes trans s'intéressent peut-être plus à la santé mentale, vont peut-être aussi donc découvrir des autres problèmes qu'on remarque parfois pas quand on se pose pas de questions là-dessus. J'ai plein de théories sur pourquoi, mais en tout cas, des personnes handicapées, ça va encore. Mais essayez de trouver au moins des représentations, ne fût-ce que, tant pis si c'est que des mecs et des meufs trans, blanches et blancs et valides. Mais au moins en voir, en fait. Il y a aussi beaucoup de personnes trans qui parlent d'autre chose que de ça, si vous voulez pas vous bassiner avec ça. Là, j'ai trouvé super que l'épisode sur la grossophobie soit avec une personne trans dans votre podcast, parce que en fait on existe en dehors de notre transidentité la majorité du temps, et ça fait aussi du bien de juste se dire on existe, on a des choses à dire sur plein de sujets. Et il y a des podcasts comme Gras Politique qui a son podcast qui s'appelle Matière Grasse, dont vous avez parlé aussi, où il y a régulièrement, je crois même à tous les épisodes, il y a au moins une personne trans. En fait, c'est donner une place dans notre cerveau pour que ces personnes existent, les regarder, entendre certains vécus, et puis peu à peu on en entendra de plus en plus, et voilà. Et intégrer que leur vécu ne se résume pas avec leur passing ou avec leur identité de genre. Ils ont une vie comme toi, en fait. Oui. Je veux dire, ils vont à l'école ou au travail, ou ils ont des passions, ils ont des hobbies, et je trouve ça c'est trop con à dire, je me rends compte, parce que ce que je dis c'est méga con, mais c'est ça en fait, c'est que les gens ils croient que les personnes trans, toute leur vie c'est leur identité de genre, et toute leur vie c'est leur militantisme ou leur suivi du passing, en fait, alors que c'est des gens, quoi, en fait. C'est le problème d'humanisation, je trouve, qu'on a en tant que personne cis. Tu humanises pas ces gens-là. Comme autre conseil, je dirais, toujours dans les ressources, beaucoup de personnes cisgenres parlent des personnes transgenres et des questions trans, avec plein de trucs qui correspondent pas à la plupart des personnes trans. Enfin, il y a vraiment des trucs parfois qui me déçoivent énormément, des féministes que j'aime beaucoup. Et puis, en fait, qui parlent des personnes trans n'importe comment, enfin, qui utilisent des formulations transphobes, en fait. Enfin, la dernière fois, j'ai eu vraiment une personne féministe que j'aimais bien et qui a commencé à parler des personnes trans en disant un homme trans identifié comme femme, parler d'une femme trans. Ok, j'avais jamais entendu ça. Quoi ? Et en fait, j'ai découvert tout récemment, enfin hier ou avant-hier, que c'est une terminologie utilisée par les féministes transphobes, qui a été créée par les féministes transphobes. Enfin, c'est ce que disait la source en question. Et en effet, vu le reste de son discours... Transidentifié comme femme. Un homme transidentifié comme femme. Et puis, du coup, ça disait... parfois, il y a des jeunes filles qui se transidentifient comme hommes pour échapper au sexisme, machin. Et j'étais là, en fait, c'est faux, vraiment. Si c'est le cas, c'est un mauvais calcul. Déjà, oui, clairement. Et puis juste... Déjà, c'est pas parce que tu transitionnes que tu vas avoir l'air d'un mec, donc c'est quand même probable que tu te ramasses du sexisme quand même toute ta vie. Il y a des trucs qui resteront, et puis j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes se disent « Ah, je me sens mal à cause du sexisme, j'ai qu'à changer ma position dans la société ». Non, que tu dis ça, j'ai déjà entendu ça d'une personne, femme cis. C'était une discussion bourrée. J'avais en face de moi une personne quand même transphobe, mais qui avait comme envie de comprendre, tu vois, ce genre de truc. Et puis qui me disait ce truc, c'est que pour éviter... au sexisme, alors pourquoi ils ou elles le font. Et moi j'étais juste en mode genre, mais en fait il faut leur demander pourquoi ils ou elles le font. C'est pas nous deux qui allons théoriser sur pourquoi les personnes trans changent d'identité de genre, enfin tu vois, genre si ça t'intéresse, pose la question. Ou il y a des livres, je suis désolée, enfin il y a des livres, il y a des podcasts, des trucs qui existent. Mais j'ai déjà entendu parler de ça, ouais, donc voilà, ça c'est un discours transphobe qui s'entend. Je pense que, comme tu le dis, c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de comprendre, puis en fait, voilà, on n'a pas grandi avec ça, c'est difficile à comprendre quand on n'est pas concerné, et du coup c'est normal de faire des gaffes. Par contre, c'est bien de s'informer auprès de personnes concernées, de pas tirer ses théories dans son coin. Enfin, généralement, les personnes qui tirent ces théories, elles côtoient très peu de personnes trans, elles regardent très peu de contenu de personnes trans, et c'est pas vers elles que vous allez avoir les meilleures infos, et vous risquez juste de blesser des gens autour de vous. Je pense vraiment qu'on a besoin de se déstresser sur la question. Vraiment, moi je me dis, je comprends pas pourquoi la totalité des personnes trans se sentent mieux une fois qu'elles se rendent compte qu'elles sont trans
parce qu'en fait, elles s'en rendent compte parce qu'elles souffraient avant. Et alors, parfois, elles continuent à souffrir d'une certaine façon. Mais en fait, toutes les personnes trans que je rencontre se sentent mieux, sinon elles feraient pas tout ça, je veux dire. En fait, on va vers le bonheur. Et donc, si une personne se sent mieux, c'est cool. Mais oui, mais c'est ça. Tout va bien. Mais c'est ça, exact. Si elle a besoin de changer son corps pour se sentir mieux, elle se sent mieux. C'est cool. Ouais. Vraiment, genre. Fin de discussion. J'ai l'impression que les gens veulent à tout prix comprendre et oublient que le principal, c'est que notre société va vers le bonheur. Ouais. Et même si tu comprends pas comment ça se fait et que t'as l'impression que ça pourrait se passer autrement, lâche prise. Ouais, lâche prise en fait, ouais, c'est clair. Et puis, je pense essayer de déjà abolir le patriarcat. Hein. Voilà, ça, ce sera bien pour tout le monde, ce sera bien aussi pour les personnes trans. Ouais. Se distancier du genre, des stéréotypes, de dire à chaque phrase madame ou monsieur, bonjour madame, merci madame, vous voulez quoi madame. Enfin, je suis une personne relativement polie et gentille, comme j'ai dit, c'est un de mes objectifs de vie. Et personne m'a jamais dit, c'est pas très sympa la façon dont tu me parles parce que j'ai pas dit madame. Oui, c'est ça. En fait, si vous dites bonjour Elio Thiémar, c'est ça? Au lieu de dire bonjour madame Thiémar, c'est ça? Si vous le dites en souriant, ça va être vu comme un truc gentil. Non, mais c'est parce que, je suis désolée, mais c'est considéré comme un titre. Et en fait, quand on lève le titre, c'est un manque de respect. Tu manques de respect parce qu'un médecin, tu es censé dire docteur. Et du moment que tu dis pas docteur, tu manques de respect parce que tu le traites comme une personne... Quelconque. Quelconque, exactement. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça. On voit ça comme un titre parce qu'en fait, malheureusement, ça l'est. Ça parle d'un statut social. Ouais. J'essaie vraiment de le faire dans des trucs que j'écris au travail, en fait. Quand j'ai des listes de gens à faire, je mets pas monsieur, madame. Des fois, c'est monsieur, madame. Et je mets pas, en fait. Je mets juste le nom, prénom. Et derrière, c'est écrit genre architecte, nanana. That's it, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Mais avant ça, moi j'ai déjà eu par contre, on m'a déjà dit, genre ouais, mais c'est pas très poli de pas rajouter le monsieur, madame. C'est vrai. Mais quand j'étais enfant, j'ai jamais fait ça parce que j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, où je suis en mode, mais t'es pas sûr à 100% de la personne, et puis peut-être que tu vas l'appeler madame, et puis en fait c'est un monsieur, ou l'inverse, et puis ils vont trop mal le vivre. Bah en fait, je trouve que ça reste une bonne réflexion, tu vois, du truc de enfant où j'étais un peu là, mais peut-être que je sais pas ça, et puis après je vais me tromper, et puis la personne elle va être vexée, et puis elle va être triste. Et alors, puis ça ajoute juste de la merde. Et ça rajoute juste du stress inutile, alors que si je dis rien, en souriant, ça marche très bien. Tu vois, genre vraiment cette réflexion d'enfant et que je trouve très pertinente. Ouais. Parce qu'en fait, on s'en fout. Une réflexion à se dire, c'est, disons qu'il y a 10% de la population qui se sent mieux quand on leur a dit monsieur ou madame, parce que ça célèbre leur genre, voilà. Et puis, il y a 1% de la population qui est trans, qui est en questionnement, machin, je sais pas du tout les chiffres, mais je pense que 1%, je peux l'affirmer sans trop de... Voilà. Si je prends toutes les tranches d'âge, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui se posent des questions maintenant, qu'on en parle beaucoup et que c'est plus autorisé, mais bref. Bah en fait, ce pourcentage de personnes trans, si tu te trompes dessus, risque de passer tout le rendez-vous à ruminer dans sa barbe. Moi, j'ai eu une personne qui est venue me chercher en me disant madame dans la salle d'attente. C'était au centre de santé sexuelle en plus, du coup, je m'attendais un peu mieux à un truc, enfin, il y a des grandes affiches LGBT+, machin. Alors, je me dis, bon, ok, j'avais mon gros badge avec marqué Yel, il neutre, je me dis, bon, elle est dos à moi, elle ne m'a pas encore vue, je vais me retourner, elle va comprendre, bon... Du coup, je lui dis oui, et puis on a fait toute la consultation, elle m'a genré au féminin tout du long. Voilà, je suis très frustrée, je veux écrire au centre de santé sexuelle, mais j'ai toujours pas fait. Pour leur dire, il y a un souci quelque part. Ouais. Franchement, j'ai passé 45 minutes de merde à me dire à quel moment je le dis, c'est trop loin maintenant. Ouais, c'est trop tard. Elle va finir par voir mon badge quand même. Ouais. Elle va finir par me poser une question, je lui dis que... Et en fait, elle m'a juste posé aucune question dans tout le truc. Et je veux dire, si au moins elle avait pas commencé comme ça, peut-être que j'aurais eu le courage d'en parler, et peut-être que j'aurais passé 45 minutes plus cool, quoi. Ouais. Et enfin, je pense que les 10% qui sont contents par rapport aux 1% qui sont au fond du trou, qui sont déprimés. Ça vaut la peine de ne pas déprimer 1% des gens, en fait. Enfin, voilà. Non, c'est clair. C'est statistique, c'est juste moral. Faire un petit peu plaisir versus blesser, quoi. Enfin, faut éviter de blesser, en fait. Oui, puis surtout pour une politesse archaïque, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire... Surtout que c'est comme le harcèlement de rue, en fait, on s'en balance tous les jours, tout le temps. Enfin, sortir, c'est compliqué, quoi, vraiment. Ouais. Genre, du coup, chaque petit effort, c'est trop cool. Ça facilite un tout petit peu une vie. Ouais. C'était comment pour toi, Elio, de venir au podcast ? C'était cool. Ben voilà, je voulais dire, c'est vrai, on n'a pas dit dans l'intro que moi je vous écoute depuis que je vous ai découvert et j'adore l'ambiance. Et je me suis dit, allez, allez, j'écris. Peut-être il y a un intérêt que je leur dise que je suis là et que j'existe. Et il y en avait. C'est vachement chouette. Très cool. Ça me fait un petit peu comme si j'avais rencontré mes stars. Arrête. Shut up. J'ai fait une collaboration. Cool. Est-ce que ton vécu ici correspondait à tes attentes, à ce que tu entendais dans les épisodes ? Est-ce
que tu t'es sentie bien? Ouais. Ah, c'est important. C'est cool, ouais. Après, je sais que je me sens bien généralement. Quand je sais quelle est ma place, je me sens souvent bien. Ouais. Mais oui, il y a une ambiance ici que j'aime bien. Ouais. Tant mieux. Et pour nous, pour moi en tout cas, c'était trop cool de t'avoir, vraiment. Depuis le début, on voulait aborder le thème et j'étais très contente que ça s'est fait de manière organique en fait. Tu nous as écrit et ça s'est fait de manière simple et facile. Ouais, c'était très cool de te recevoir. Merci beaucoup parce que j'apprends beaucoup de choses aussi. C'est que justement, à force d'être entourée de gens cis et d'être dans une bulle cis, même si je suis plein de comptes Instagram, plein de personnes trans et je m'informe et je lis des livres et tout ça, c'est très cool d'être en face en fait des personnes non-binaires ou trans pour vraiment les humaniser, enfin vraiment voir les personnes et les vies plus réelles en fait que ça représente. Grâce au podcast, on a eu cette chance avec toi, Maxime, Romy aussi. Pour moi, ça c'est précieux en fait et riche, ouais. Donc merci de nous avoir fait confiance et de venir. C'était Les Poissons sans bicyclette, le podcast féministe indépendant basé à Lausanne. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à maintenir ce projet, rendez-vous sur patreon.com/lespoissons sans bicyclette pour une contribution financière. Nous comptons aujourd'hui 18 membres précieux. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous de Elio, Coraline et Lirza. Ciao. Bye.